sommes dimanche 16 avril 2023. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce dimanche, la visite du président rwandais au Bénin samedi, Paul Kagame, a été reçu par son homologue Patrice Talon. Les deux chefs d'État ont parlé de la coopération qui lie leurs deux pays. Les détails sont à suivre. À suivre également dans ce journal l'élection de Conrad Baguidi qui va désormais siéger au sein du Conseil économique et social et remplace pour la durée du mandat restant à couvrir par le feu général Ousmane Oké, décédé il y a quelques mois. Le nouvel élu a été choisi par ses pairs présidents des associations de développement des 15 communes du Zou et des collines. Les responsables de l'école supérieure de management USM Bénin ont organisé pour leurs étudiants du sud de Porto Novo, la capitale, un séminaire sur la méthodologie de recherche de l'emploi. C'est une initiative qui se répète et dont l'objectif est de donner à ces étudiants les outils et les connaissances nécessaires pour une insertion rapide sur le marché de l'emploi. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Le président rwandais au Bénin samedi, Paul Kagame, a été reçu par son homologue béninois Patrice Talon. Les deux chefs d'État ont parlé de la coopération qui lie leurs deux pays. Plusieurs sujets sur le développement économique et social, mais aussi les questions sécuritaires, étaient au cœur du point de presse animé par les deux présidents. Wahab Ali Para et Henri Ganti étaient au palais de la Marina. Patrice Talon et Paul Kagame, la main dans la main, ici au palais de la Marina, ce 15 avril 2023. Illustration symbolique et visuelle de la santé des relations entre les deux pays. Les deux chefs d'État, que l'on connaît très proches depuis plusieurs années, entendent une fois de plus renforcer et sécuriser la traversée Cotonou-Kigali. Les moyens utilisés pour y parvenir se matérialisent à travers un tête-à-tête entre les deux présidents, une séance de travail élargie aux membres de la délégation rwandaise et béninoise, le tout assorti de la signature de plusieurs protocoles d'accord. Le volet sécuritaire et l'expertise dans le domaine des technologies nouvelles retiennent beaucoup plus les attentions. Dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que dans les pays développés qu'il y a des compétences. Et que, aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens, nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, en ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour, parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Même au sein du gouvernement, vous voyez combien de personnes sont venues prêter main forte à ce que nous faisons. Donc la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir ici et à se réclamer du Bénin. Countries have
nos pays ont différents niveaux de compétences, bien entendu. Mais nous tous, nous devons continuer à travailler pour s'assurer que nous développons nos compétences. Dans notre cas, d'où on vient, nous venons de très loin et nous avons atteint forcément un certain niveau, mais il faut qu'on puisse continuer à travailler en améliorant nos compétences. Il n'y a pas de limite par rapport à ce que nous pouvons accomplir ensemble en termes de renforcement de capacité lorsque la volonté existe. Et pour vraiment faire face et relever les différents défis sécuritaires qui se posent à nous. Et nous allons pouvoir définir ces axes-là dans le cadre de la coopération qui implique que tout autre pays, pas juste le Bénin, et même s'il y a des difficultés, nous voudrons vraiment faire face, prendre part à cette coopération avec le Bénin et d'autres pays, bien entendu. Les consultations politiques sont régulières entre le Bénin et le Rwanda, ce qui constitue un élément de solidité de leur partenariat. Les présidents Patrice Talon et Paul Kagame envisagent de s'appuyer davantage l'un sur l'autre pour relever les défis contemporains bénéfiques à leurs pays respectifs. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la campagne nationale Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin a été officiellement lancée vendredi. C'était par la ministre du Travail et de la Fonction publique. L'initiative vise à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes, dans les marchés, les carrières, mais aussi les ateliers et autres. William Sanusi et mon fils Sabohan nous font le point. Ici pour le lancement officiel de la campagne nationale dénommée Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin par la ministre du Travail et de la Fonction publique. En effet, le Bénin, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, est touché par le phénomène. Et c'est pour renforcer la lutte contre les pires formes de travail des enfants que ce plan d'urgence est mis en place. Nous devons agir et le plus rapidement possible pour contrer les actes constituant des violations des droits des enfants et qui ternissent l'image de notre pays. Je voudrais à ce titre, Madame la Ministre, reconnaître et féliciter votre leadership en initiant ce plan d'urgence, car il y a vraiment urgence. Je voudrais également saluer et féliciter la synergie d'action qui d'ores et déjà augure d'une mise en œuvre sans équivoque de notre plan d'urgence. Madame la Ministre, votre initiative, elle est louable, elle est généreuse et elle est légitime. Chaque fois que parmi nous, il y aura des personnes qui vont arrêter un enfant pour acheter de la banane ou n'importe quel produit dans le marché d'Antopa, cette personne, malheureusement, contribue de façon active au travail des enfants. Le taux de prévalence nationale en matière de travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, selon les résultats de l'enquête mixte réalisée par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Malgré cette avancée notable, les cas de maltraitance d'enfants et d'abus persistent et les cas de pires formes de travail existent toujours au Bénin. Face à cette réalité, nous, UNICEF et partenaires techniques et financiers, soutenons entièrement l'initiative du gouvernement de lancer cette campagne nationale qui positionne la problématique du travail des enfants au plus haut niveau et permettra sans nul doute de réveiller les consciences sur l'urgence de la situation. Nous le disons et nous le réaffirmons avec un sentiment d'urgence qui nous appelle la place d'un enfant et à l'école. Depuis 2016, le Bénin a engagé plusieurs réformes dans le domaine de la protection de l'enfant. En initiant cette campagne, le gouvernement, à travers le ministère du Travail et celui des Affaires sociales, entend mettre fin aux pires formes de travail des enfants grâce à des actions à impact rapide. La campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin est sans aucun doute l'occasion rêvée pour asseoir des bases solides d'une lutte efficace
et durable contre le travail des enfants en général et les pires formes de travail des enfants en particulier. Ainsi, sur une période de 4 mois, une série d'actions sera menée à titre pilote afin de prévenir et de parvenir à une prise de conscience collective de l'ampleur du fléau. Ces différentes actions seront axées sur la communication de masse, la mobilisation de tous, acteurs de protection de l'enfant, usagers des marchés, artisans, communautés et des enfants eux-mêmes dans cette lutte est donc nécessaire. Justement, parlant de ce travail des enfants dans nos différentes structures en 2022, les statistiques ont montré que le phénomène est passé sous la barre des 22%, mais l'objectif du gouvernement étant la tolérance zéro dans les pires formes de travail des enfants. Et c'est ce qui explique la sensibilisation grand public organisée vendredi au marché international d'Antokpa par le ministère en charge du travail et de la fonction publique. Le choix du marché d'Antokpa pour la sensibilisation grand public sur les pires formes de travail des enfants constitue une cible importante. C'est ici que se concentrent des enfants mineurs des deux sexes soumis à toute forme d'exploitation. Le déplacement de la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidja Toumatis, et de son homologue des affaires sociales, Véronique Toinforet, montre combien le phénomène préoccupe le gouvernement. Le travail de l'enfant avant 14 ans est interdit. C'est surtout la maltraitance, les abus, l'exploitation pour le travail à des fins commerciales. Certains d'entre eux étant soumis à des formes dangereuses, voire aux pires formes de travail dans les marchés. La question de l'élimination du travail des enfants reste notre bataille commune. Et nous arriverons ensemble avec vous à travers un certain nombre d'actions que le gouvernement, à travers le ministère du Travail et de la fonction publique, s'est engagé à réaliser. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale Tolérance zéro des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin. Aux côtés de la délégation ministérielle, le préfet du littoral Alain Orunla, la présidente de l'association Vendeuses Unies pour le développement, Anastasie Chaudaton, qui appelle les femmes du marché à mettre fin à ce phénomène. À leur suite, l'UNICEF déplore la pratique. Ne soyons pas complices des placements des enfants. Faisons en sorte que la place d'un enfant soit à l'école, que l'enfant soit protégé contre les violences. Un enfant doit être aimé, un enfant doit pouvoir jouir de tous ses droits. Les femmes du marché d'Antokpa ont 4 mois pour finir avec cette habitude. Le gouvernement est clair, les responsables de cette pratique, les parents et les intermédiaires ne seront pas épargnés. Les enfants, autorités de demain, comptent pour le chef de l'État, Patrice Talon. Décentralisation et développement local, les populations de Dangbo connaissent désormais le bien fondé de toutes les redevances qu'elles versent à leur municipalité. Dans une tournée de sensibilisation, les responsables communaux ont expliqué l'usage fait de chacune des taxes et de tous les impôts collectés. La randonnée a duré 4 jours avec l'appui financier et technique du projet dénommé Réforme de la GIZ. William Judicael Cliquant. Ils ont fait le tour des 7 arrondissements de la commune. Au contact des populations, l'équipe mixte composée du conseil communal de supervision de Dangbo et des chefs des services déconcentrés de l'État a expliqué le processus de perception et d'utilisation des taxes et impôts collectés. Nous avons expliqué les questions de taxes foncières uniques, les questions de contribution au développement local, les questions de droit de place sur les marchés, les questions de taxes de publicité. Donc nous avons expliqué ces questions, les questions de taxes sur les pirogues et bacs motorisés, ainsi de suite. Nous avons expliqué ça à la population. Nous leur avons dit s'il y a des questions sur lesquelles ils demeurent des incompréhensions, des questions de taxes qu'ils estiment élevées par rapport à telle ou telle chose, ils peuvent se rapprocher aussi bien des services de la mairie que des services déconcentrés de l'État, que sont la recette auxiliaire des impôts et la trésorerie communale, pour comprendre davantage les démarches à mener pour qu'elles ne soient pas surprises par les échéances fiscales
nous avons expliqué toutes ces choses-là. Les autorités communales repartent satisfaites de cette tournée de sensibilisation. Cette descente va permettre une mobilisation plus efficace des ressources propres de la mairie de Dangbo. Les populations ont compris que c'est leur façon à elles de contribuer au développement local. En résumé, il faut retenir que les populations ont salué quand même le fait que nous soyons sortis pour aller à leur rencontre. Même si par endroits, elles ont estimé que nous avons accusé du retard parce que les mesures qui concernent les impôts, taxes et redevances ont été mises en application il y a un moment avant que nous sortions pour aller sensibiliser. La tournée de sensibilisation de 4 jours qui a démarré à Dequin s'est achevée dans l'arrondissement central de Dangbo. Éducation, formation et insertion professionnelle, on en parle dans cette édition. Les responsables de l'école supérieure de management ESM Bénin ont organisé pour leurs étudiants du site de Porto Novo un séminaire sur la méthodologie de recherche de l'emploi. C'est une initiative qui se répète et dont l'objectif est de donner à ces étudiants les outils et les connaissances nécessaires pour une insertion rapide sur le marché de l'emploi. Emma Rodon. Sinon, vous allez tourner en rond. Un séminaire spécialisé pour enseigner à ces étudiants la méthodologie de la recherche de l'emploi. Ce type de séminaire est un label de l'École supérieure de management dont les responsables, au-delà de l'enseignement de qualité qu'ils assurent à leurs apprenants, ont inséré dans le plan de formation la question de l'employabilité des jeunes diplômés. Cette fois-ci, ce sont les étudiants du site de Porto Novo qui étaient à l'honneur. Donc la vision que nous développons depuis des années avec les chefs d'entreprise, les organismes, c'est qu'il faut que les étudiants qui sortent de l'école supérieure de management soient directement opérationnels dans le tissu économique. Il ne faudrait pas qu'ils obtiennent leur diplôme pour aller dormir à la maison. Pour ce faire, il ne faudrait pas attendre la fin du processus pour commencer à apprendre à l'apprenant la méthodologie de recherche de l'emploi. Les possibilités que le gouvernement offre aux jeunes diplômés. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, nous avons initié au sein donc de l'École supérieure de management les séminaires spécialisés où au début de chaque mois ou chaque dernier vendredi de chaque mois, nous organisons à l'endroit donc des apprenants ce que nous appelons séminaires spécialisés où nous invitons des chefs d'entreprise, des responsables de société, des responsables donc des structures d'État pour venir partager avec les jeunes les possibilités d'emploi dans le pays. Pour cette session de formation, c'est l'Agence nationale pour l'emploi qui a été choisie pour entretenir les étudiants de l'École supérieure de management, site de Porto Novo. Vous avez certainement choisi votre formation, mais est-ce que vous connaissez votre monde professionnel? Ceux-là qui avaient suivi la même formation que vous, comment ils ont pu s'insérer? Qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Vous devez sortir. Ne restez pas seulement au niveau de la formation et la maison. Aujourd'hui, c'est les parents. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, est-ce que vous avez déjà pour objectif de libérer les parents, de les décharger? Les conseils des communicateurs du jour ont été bien captés par les étudiants. Le séminaire était bien trop instructif pour nous parce qu'il nous a permis de maîtriser les différentes polémiques sur lesquelles nous pouvons interagir, nous pouvons travailler pour notre insertion professionnelle. Les différentes capacités dont nous avons besoin pour notre insertion professionnelle. De ce séminaire, j'ai retenu qu'il ne faut forcément pas attendre après la licence avant de commencer à dire « Ah, je vais courir pour aller passer le stage ». Sur le marché de l'emploi, c'est la compétence qu'ils évaluent et non les diplômes. Donc, en général, c'est ce que j'ai compris du séminaire qu'on vient de faire. Aguerrir ces étudiants pour qu'ils appréhendent très tôt les écueils du marché de l'emploi, c'est une recette de l'École supérieure de management qui a jusque-là produit de bons résultats
avec un fort taux d'insertion de ces diplômés. Conrad Baguidi va désormais siéger au Conseil économique et social CES. Il remplace pour la durée du mandat restant à couvrir par le feu général Ousmane Ouké, décédé il y a quelques mois. Le nouvel élu a été choisi par ses pairs, présidents des associations de développement des 15 communes de Zou et des départements des collines. Un nouveau représentant pour les associations de développement des 15 communes du Zou et des collines au Conseil économique et social CES. Le remplaçant de feu général Ousmane Ouké est désormais connu. C'était à l'issue de l'élection organisée à cet effet à la préfecture d'Abomey. Pour la circonstance, on pouvait remarquer autour du préfet Firmé Aimé Couton la présence du représentant du ministre garde des Sceaux, de même que le corps électoral composé des représentants des associations de développement. Les membres du Conseil économique et social sont nommés par le président de la République pour une durée de 5 ans par décret pris en Conseil des ministres. Si au cours de cette période, un siège de conseiller économique et social devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission, d'une exclusion, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à courir. L'élection des représentants des organisations visées à l'article 3 du présent décret est effectuée au scrutin secret majoritaire uninominal à 2 tours. Au premier tour, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé élu. Si, après le premier tour, nous constatons qu'aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue, nous allons passer au deuxième tour entre les 2 candidats venus en tête. Les opérations de vote se sont déroulées conformément aux dispositions prévues dans la loi 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le CES, le règlement intérieur de l'institution, en plus du décret fixant les modalités des élections des représentants des organisations au sein du CES. 18 voix contre 12 pour son challenger au premier tour. Conrad Baguidi a été désigné pour siéger en tant que conseiller au CES pour la durée du mandat restant à courir. Nous sommes conscients de cette responsabilité et nous allons essayer de l'assumer de la base vers le haut. Donc nous allons travailler avec les 15 communes comme il se doit pour que l'ensemble des préoccupations d'ordre socio-économique de notre région puissent être relayées au niveau du Conseil économique et social. Conscient de ces nouvelles responsabilités et les défis à relever, Conrad Baguidi veut pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de ses pairs présidents d'associations de développement de communes. Ces derniers, quant à eux, n'ont pas manqué de lui rappeler certaines de leurs attentes. Nous voudrions qu'arriver au Conseil économique et social, vous essayez de défendre pour que chaque département ait au moins un représentant au Conseil économique et social. Doublé en tenant compte des circonscriptions électorales ne fera que nous arranger. En plus de ses autres compétences, le nouvel élu a été choisi pour avoir aussi fait ses preuves en tant qu'entrepreneur agricole. Il est l'actuel président de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS. On reste toujours dans le département du Zou pour parler de cette réunion du Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, qui a eu lieu à Boïcon. C'est une occasion de faire le point de la gestion de l'association sur les 12 derniers mois, mais aussi définir de nouvelles perspectives. Imet Hélène Amousson. Les échanges vont déboucher sur la validation de nombreux documents, lesquels permettront à l'Association nationale des communes du Bénin d'être plus efficace et plus utile à ses membres. Cette réunion du Bureau national de la Fertière des communes est organisée grâce à l'appui financier du gouvernement et de l'Association des villes et communes flamandes. Cette réunion coïncide presque jour pour jour avec la mise en œuvre active de la réforme du secteur de la décentralisation. Alors, comme maire, je souhaiterais vivement que vous puissiez réfléchir sur l'application de 12 mois de réforme et faire des propositions idoines pour
une réussite parfaite de la réforme. Les 2 jours de rencontre vont permettre aux participants de passer en revue la gestion de l'association durant les 12 derniers mois et faire des projections. Des présentations sur les différentes activités menées ces derniers mois et celles qui sont prévues pour l'année en cours seront faites. Elles vont conduire à des débats afin de parfaire surtout le projet de plan de travail annuel ainsi que le projet de budget exercice 2023 en vue de leur adoption. Nous en profiterons pour vous entretenir sur la prochaine Assemblée générale de l'Association nationale des maires francophones, AIMF, que la ville de Cotonou abritera en octobre 2023 pour le compte du Bénin. Je me réjouis particulièrement du fonctionnement appréciable des différents organes de notre association, y compris nos commissions thématiques qui ont pu tenir chacune au moins 2 sessions au cours de l'année 2022. En attendant que l'essentiel des travaux de cette commission vous soit présenté dans le rapport d'activité, je voudrais dire un grand merci à nos secrétaires thématiques qui président cette commission et à travers eux, à tous les membres permanents et non permanents des dites commissions pour leurs précieuses contributions à l'atteinte de nos objectifs. Tout en remerciant les uns et les autres pour leur contribution aux avancées enregistrées, le président de l'ANCB les a aussi invités à poursuivre les efforts pour relever les nombreux défis auxquels le Creuset et ses membres sont confrontés. Sport pour boucler cette édition avec l'organisation à Cotonou en septembre prochain des 50e mondiaux de pétanque après le glissement de date de l'incertitude constatée du non-achèvement dans le délai des travaux de construction du boulodrome. L'option de l'érection des chapiteaux pour accueillir ce rendez-vous est désormais d'actualité. Le président Claude Azema de la Fédération internationale de pétanque et du jeu provincial a animé un point de presse à cet effet. C'était ce dimanche à Cotonou. Voici les détails. On peut davantage l'évoquer avec certitude, force et vigueur. L'organisation à Cotonou des 50e mondiaux de pétanque, le doute dissipé, l'horizon éclairci, les acteurs s'imbriquent. Et le séjour actuel au Bénin du président Claude Azema de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal a fini de lever tout équivoque. Finalement, boulodrome ou pas, le championnat du monde se fera aux dates prévues. Donc pour nous, c'est parfait. Il faut savoir que M. Idrissou a été l'initiateur de ce championnat du monde. C'est lui qui en a parlé le premier, c'est lui qui a proposé à l'international de l'organiser. Une première fois, les gens ont préféré le Canada, ils se sont aperçus qu'ils avaient eu tort, ce qui fait que 2 ans après, quand il est venu présenter le championnat du monde à Santa Susana sur un congrès international, ça a été une unanimité pour le confier au Bénin. Il avait fait d'ailleurs une magnifique vidéo pour présenter votre pays qui ne pouvait qu'attirer les gens. Septembre reste une évidence et plus exactement la période enfin connue. Du vendredi 8 au dimanche 17 septembre, Cotonou sera la capitale de la pétanque mondiale. Cerise sur le gâteau, le 50e obtenu de haute lutte sera couplé avec les championnats du monde de tête-à-tête, doublette et mixte. Pour la première fois, on va organiser les 2 séries de championnats du monde sur le même site, dans la foulée. Si vous réussissez, ça va être un exploit fantastique qui va faire le tour du monde. Si ça ne marche pas bien, évidemment, ça va retomber sur tout le monde. Mais je suis à peu près persuadé que ça marchera tout à fait bien. L'étendue de ce rendez-vous sportif, l'enjeu et les défis tiennent en état de veille tous les acteurs locaux de cette organisation. Le ministère en charge des sports, la Fédération béninoise de pétanque, la Confédération africaine des sports boules, dont le président Idrissou Ibrahima salue l'implication à plus d'un titre du chef de l'État béninois. Je vais tout simplement remercier un des dignes fils de l'Afrique. Il s'agit en l'occurrence de son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement pour l'attention particulière qu'il ne cesse de porter aux boulistes africains et du monde à travers toutes les mesures d'accompagnement et surtout, oui, relativement au mondial de pétanque qui aura lieu à Cotonou, au Bénin, du vendredi 8 au dimanche 17 septembre 2023. La construction des chapiteaux pour accueillir les 10 mondiaux, pour rappel, ne mousse guère le projet
de réalisation du boulodrome de normes internationales. Et c'est sur cette note que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Bonsoir chez vous et à très bientôt.